Entrer en relation est un enjeu fondamental pour préserver le lien avec son proche et la qualité de vie de chacun. Cette vidéo, pour les aidants, traite de la communication avec des personnes présentant un trouble neurocognitif majeur associé à une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Les objectifs de cette vidéo. Comment, en tant qu'aidant, peut-on continuer à entrer en relation avec son proche ? En quoi est-ce important pour la personne touchée par la maladie d'Alzheimer ou apparentée ? Juliette Terpereau, orthophoniste, formatrice, praticienne en validation Naomi Feil, travaille à l'unité de psychiatrie de la personne âgée du centre hospitalier d'Aumeson de Bougnay en France. Elle nous explique les enjeux de cette communication et comment faire. Dans ce tutoriel, elle nous présente la méthode de la validation de Naomi Feil. Notez bien, ce tutoriel est réalisé pour les personnes désorientées et pas mal orientées selon le terme de Naomi Feil, c'est-à-dire dans le déni des émotions. Il est important d'identifier dans quelle phase votre proche est. Demandez à un professionnel pour le savoir. Nous traitons de la méthode Montessori et des médiations dans un autre tutoriel. Pourquoi on en vient à se dire qu'on n'a plus de conversation, que ce qu'il dit n'a plus rien à voir avec la réalité, que je ne peux pas lui parler, on n'a plus rien à se dire. C'est parce que l'aidant peut être perturbé dans ses repères. Parce que la personne en face de lui n'a plus accès au langage ou à un langage déformé, ou à chaque fois qu'il commence une phrase, la phrase ne se termine pas parce qu'il est confronté au manque du mot, il cherche ses mots. Il dit un mot pour un autre, ou alors c'est que son discours, le propos dans son ensemble qui n'est plus reconnaissable, n'est plus organisé ou logique, ou que la personne présente des troubles de compréhension, ce qui fait que l'aidant perd ses repères. Il peut être aussi confronté à une dernière chose que je souhaitais mettre en avant, c'est ce qui peut être déstabilisant, c'est que la personne peut quitter la réalité présente pour rentrer dans sa propre réalité. Et là, finalement, la personne qui présente une pathologie neurodégénérative, on dit souvent, elle est désorientée, mais finalement, nous, les interlocuteurs, nous pouvons être aussi désorientés par ces réactions qu'on ne comprend pas toujours, ces façons de communiquer qu'on ne comprend pas toujours. Donc finalement, j'ai envie d'enlever ce terme non communicant pour venir avec vous, se poser la question de est-ce qu'elle ne communiquerait pas autrement et comment alors se former, découvrir des outils pour devenir un interlocuteur qui s'adapte. C'est vrai, ça demande de se former. Si on a de bons outils, si on a aussi une façon de s'y prendre différente ou une posture, je dirais, un savoir-être différent, bien finalement, on peut rester en relation pour garder un lien de confiance. En communiquant de façon adaptée, en gardant le lien de confiance, finalement, le proche malade aura moins de manifestations psychocomportementales difficiles. Donc, cela contribue au maintien à domicile. Comment faire pour entrer en relation ? C'est déjà une posture, c'est-à-dire une façon d'être. Pour que ça marche, il faut en avoir envie, déjà. Avoir le désir d'entrer en relation. Il faut pouvoir bénéficier de formations, d'outils adaptés à la pathologie de la personne et peut-être oser changer de regard vis-à-vis de la personne. C'est vrai que la tentation est très forte de vouloir faire comme avant pour lutter contre la maladie, mais je reprendrai moi ces termes de Colette Roumanoff qui dit « à force de vouloir lutter contre la maladie, finalement, on lutte contre son proche ». Et on ne génère pas un lien de confiance. Finalement, on peut se dire, mais est-ce que je peux aller plus loin que les mots que mon proche prononce, que le sens des phrases qu'il dit, le sens des gestes et des comportements qu'il a, et juste se dire, je peux rentrer en relation quand même avec cette personne au-delà des mots, et notamment en s'appuyant sur les émotions, parce que ça perdure jusqu'au bout de la vie. Donc, c'est continuer de voir une personne, et pas seulement se figer sur la maladie, et aussi accepter pour les proches de communiquer différemment. J'ai ciblé les outils en imaginant une personne qui pourrait ne plus avoir de langage pour s'exprimer, mais qui continue d'exprimer ses besoins, ses émotions, ses désirs au travers des gestes. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est désorienté, typiquement quelqu'un qui dit qu'il doit aller chercher ses enfants à l'école ou que sa maman l'attend, ou quelqu'un qui est en train de déranger des livres dans une bibliothèque, les défaire et les remettre, déchirer, empaqueter, aligner, trier.
voilà, quelqu'un qui est au travail, d'aller tricoter, détricoter sa vie, puisque elle doit remettre cette personne ses affaires en ordre, hein, comme je vous disais, dans le travail psychique de vieillir. Dans les outils, moi je peux vous présenter la validation. C'est une méthode de communication créée par Naomi Pyle. Alors validation en français, c'est pas forcément un mot qui parle beaucoup, mais valider, c'est dire que les émotions ont de la valeur. C'est reconnaître la valeur des émotions d'une personne. Et donc cette méthode de communication permet d'offrir un soin relationnel aux personnes âgées, hein, puisque ça a été pensé pour accompagner les personnes qui ont plus de 70, 75 ans. Et on s'appuie pour ça sur une attitude empathique et des outils adaptés, en comprenant que la personne, malgré ses troubles cognitifs, comme toute personne âgée, elle est au travail psychique de vieillir. Elle est dans un mouvement où elle tente de remettre en ordre ses affaires avant le grand voyage. Chacun le fait dans ces âges-là, mais quand on est en plus une maladie d'Alzheimer ou parfois aussi des privations sensorielles, pour réussir à faire ce travail-là, on repart dans son passé. On fait des allers-retours, on va traiter les choses parfois traumatiques ou au contraire retrouver des lieux sécurisants où notre vie avait du sens. Donc on se retrouve au travail, on se retrouve quand on était près de nos parents, on se retrouve quand on était une maman, un papa, où là on avait des repères où on était utile, reconnu, occupé. Et finalement on se raccroche on substitue à la réalité présente une autre réalité qui avait du sens pour nous et qui vient nous sécuriser. Soit la personne, elle va traiter des conflits émotionnels non résolus du passé, soit elle va chercher des ressources pour elle en substituant à la réalité présente une autre réalité, sa réalité. Ces 3 points d'appui, l'attitude empathique, qui est le fait de reconnaître l'émotion de l'autre sans en juger, et qu'elle est au travail psychique de vieillir. Donc, ce sont des théories humanistes, c'est-à-dire des théories qui disent que l'être humain est en développement jusqu'au bout de la vie. Et on a aussi des outils adaptés. Donc là, vraiment des outils de communication verbaux et non verbaux pour devenir, nous les aidants, des interlocuteurs adaptés. Quelqu'un qui souhaite rentrer en relation comme ça avec quelqu'un qui finalement n'est pas branché sur le même canal, qui n'est pas branché sur la même réalité, comment il fait ? Finalement, ça demande déjà de santé, c'est-à-dire de pouvoir être ici et maintenant, vraiment, de laisser partir aussi ses propres émotions, parce que parfois ça nous attriste ou ça nous touche ou ça nous fait peur finalement de voir cette personne qui n'agit plus dans un référentiel commun. Donc, on va essayer d'être ici et maintenant, laisser partir nos propres émotions pour se brancher sur les émotions de la personne que nous souhaitons rencontrer. Donc, on va observer cette personne pour se dire, bon, elle est comment aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dans une émotion positive? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est tranquille? Voilà, on va, pour ça, se mettre en miroir de la personne. Donc, si elle est gaie, on va prendre le même visage qu'elle. Si elle est en colère, on va aussi marquer que l'on comprend bien cette colère. Si elle est en train de déchirer des choses, on va déchirer avec elle. Si elle est en train de passer, lisser avec sa main des tissus, nous aussi, on va se mettre à côté ou de 3/4 par rapport à elle et on va lisser aussi avec elle ce tissu et on va pouvoir alors percevoir si elle lisse avec, comme si elle était fâchée que quelque chose n'allait pas ou si elle lisse avec admiration ou avec douceur comme s'il s'agissait d'un petit bébé qu'on veut rassurer ou dont on veut s'occuper. Et là, nous, on va être renseignés. On va plutôt que de dire ce comportement, cette parole est complètement déphasée, on va rejoindre la personne et on va pouvoir alors s'approcher et entrer dans son champ, entrer dans son univers. Et ça va nous permettre après de nommer cette émotion. Et comme on ne sait pas forcément ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, on va dire ça, on va dire faire ça ou dire ça, ça vous fait du bien. Ou on fait ça quand on est énervé, vraiment, c'est insupportable. Vous voyez, on va nommer, puisque nous avons les mots. Et si on est juste,
la personne, elle va nous regarder. Et si on n'arrive pas à rentrer dans son univers, c'est qu'il faut à nouveau observer la personne et puis se réajuster. Et on va pouvoir dire, j'ai l'impression là que vous devez aller chercher vos enfants et ça vous inquiète. Est-ce que c'est ça? Et déjà, on lui pose une question. Ça veut dire qu'on considère que c'est elle qui sait pour elle-même. Hein, alors, on aura une réponse verbale ou on aura une réponse non verbale, mais on aura une information qui va nous dire si on est sur la bonne piste. Et on va pouvoir lui dire, mais vous pensez comme ça souvent à vos enfants? Et par exemple, utiliser alors le toucher réentrant, c'est-à-dire des façons de toucher les personnes que Naomi Feil a repérées comme venant répondre à des besoins ou à des émotions. Donc, on va pouvoir toucher dans la nuque, par exemple, hein, quand il s'agit des enfants, faire des petits ronds dans la nuque pour rappeler comme les enfants s'accrochent à notre cou, hein, c'est tout simplement cette idée, et venir répondre à cette personne qui était en train de raconter des petites comptines à sa main comme si elle était face à un petit enfant. Et finalement, on peut lui dire, j'ai l'impression que vous pensez à vos enfants, et on peut approcher la personne et chanter ensemble une comptine qui a à voir, par exemple, si je file un peu la métaphore, avec les enfants. Donc, on peut chanter Meunier tu dors, selon si la personne elle est dans quelque chose de dynamique ou très calme, on va dire, on va chanter une berceuse, ou alors on va pouvoir chanter des chansons plus dynamiques. Hein, sur le pont d'Avignon, vous voyez, c'est pas la même chose que fait Dodo, là, mon petit frère. Le fait qu'on se soit branché avant sur l'émotion de la personne va nous permettre de choisir le bon tempo pour parler, pour s'exprimer, pour se mouvoir, mais aussi pour les outils qu'on va choisir. Donc là, c'est pour illustrer, mais dans la validation, vous avez beaucoup d'outils. En fonction de la phase dans laquelle est la personne, vous allez choisir les outils. Donc là, il faut vraiment considérer que je vous donne un exemple pour quelqu'un qui serait en train de perdre les mots, puisqu'on était sur la question de la personne non communicante. Mais on a d'autres outils quand la personne, par exemple, accuse quelqu'un, elle ne trouve plus ses affaires et on lui a volé, hein, puisqu'elle ne peut pas, inconsciemment, hein, mais elle ne peut pas reconnaître qu'elle a des troubles de la mémoire. Donc, si elle ne trouve pas ses affaires, c'est qu'on le lui a volé. Et donc, elle va s'en prendre je dirais au monde entier, mais en tout cas à l'interlocuteur qu'elle va avoir face à elle à ce moment-là. Et là, on aura besoin d'autres outils. Donc, ce n'est pas le propos, mais il faut pouvoir observer dans quelle phase est la personne pour choisir les bons outils ensuite. Mais que l'objectif qui est commun, quelle que soit la phase, c'est de permettre de garder un lien et que la personne ne se replie pas sur elle-même. Puisque si elle est en relation, au lieu de se dire, de toute façon, je parle et personne m'écoute, ou elle va avoir envie de se mettre encore plus en colère pour qu'on finisse par l'écouter, hein, en disant, mais je ne suis pas folle, je sais très bien ce que je dis et qu'on m'a volé mes affaires, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'avec des bons outils, on va pouvoir lui dire, mais qu'est-ce qu'on vous a volé? Plutôt que de vouloir lui prouver par A plus B qu'il n'y a pas de voleur ici, on va lui demander qu'est-ce qu'on lui a volé, par exemple. Et peut-être que cet objet, symboliquement, on lui a volé son alliance, et bien peut-être que elle a perdu son amour, son amoureux, ça lui manque. Enfin, vous voyez, il y a tout un jeu de symboles aussi. Une petite parenthèse pour que vous puissiez vous représenter un peu la validation, mais c'est une formation qui est donnée dans le monde entier. Donc, dans les outils, vous avez ce livre que je vous ai mis au centre là, la méthode de Naomi Feil à l'usage des familles. Dans ce livre, on voit que c'est à partir de la réalité que les conseils et les recommandations et les outils sont donnés. Donc, je vous invite vraiment à consulter cet ouvrage. Après, les orthophonistes peuvent donner aussi cet accompagnement quand elles sont formées à la validation, peuvent expliquer, et parfois la transmission orale, elle fonctionne mieux. Finalement, la validation, elle aide la personne qui présente une maladie neurodégénérative, mais elle aide aussi les professionnels, elle aide aussi la famille. Le but est de favoriser la communication en s'appuyant sur la reconnaissance des émotions pour redonner l'estime de soi, redonner confiance en soi.
Donc, on est toujours sur ce lien de confiance, car si on garde la confiance de la personne, après, on peut négocier une toilette, on peut négocier un soin, on peut négocier d'aller se promener, puisque la personne, elle se sent reconnue, donc elle sent qu'elle peut nous faire confiance, et à ce moment-là, on va pouvoir faire les activités de la vie quotidienne.